Le coup près est tombé. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, vient de demander un mandat d'arrêt international contre deux hauts dirigeants de l'entité sioniste, à savoir le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Ces mandats d'arrêt à charge de Netanyahou et de Gallant sont pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, essentiellement pour des faits liés au génocide subi actuellement par la bande de Gaza. C'est la première fois que des dirigeants sionistes sont visés par une procédure du genre. Et pourtant, depuis la Nakba, dont le triste anniversaire a été célébré il y a quelques jours à peine, les exactions sionistes sont nombreuses. Violations du droit international, expansion coloniale illégale, torture en prison, apartheid, viol, crimes sexuels et j'en passe. Cela dit, la demande de Karim Khan vise également trois dirigeants du mouvement Hamas, à savoir Yahya Sinwar, Mohamed Deif et Ismail Haniyeh. Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RAL 24 News. Et ce soir, vous l'aurez compris, il s'agit pour nous de nous pencher sur cette demande du procureur de la Cour pénale internationale. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur surtout de recevoir ce soir Maître Gilles Devers, spécialiste du droit international, mais surtout l'avocat des causes justes, à savoir la cause sahraoui et la cause palestinienne. Maître Gilles Devers, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Maître Gilles Devers, sans plus attendre, on rentre directement dans le droit, dans les faits. Mais avant, je vous propose d'abord ce VTR, enfin ce sujet signé Kherdin Batache. Inlassablement, l'Algérie frappe une nouvelle fois à la porte du grand immeuble de l'East River pour tenter de faire entendre raison aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le danger imminent et les conséquences catastrophiques de l'incursion militaire sioniste à Rafah. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action, une action robuste. Cette opération génocidaire pourrait déboucher sur davantage encore de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne. Alors que l'armée d'occupation contrôle l'ensemble des points de passage frontaliers de Rafah afin d'empêcher l'arrivée et l'acheminement de l'aide humanitaire, la préméditation de l'acte génocidaire à Gaza ne fait plus aucun doute. 1,5 million de Palestiniens à Rafah sont confrontés à la perspective d'une mort imminente. Rafah est la dernière zone de Gaza n'ayant pas été complètement rasée. Rafah est la seule région où les acteurs humanitaires pouvaient encore travailler. Rafah est aujourd'hui le dernier refuge pour les Gazaouis qui ont dû quitter leur foyer. Rafah est le seul endroit où l'on puisse héberger les personnes qui n'ont plus de maison, alors que toutes les autres régions de Gaza sont en ruine. C'est aussi à Rafah que se trouvent 3 des derniers hôpitaux partiellement fonctionnels de Gaza. Rafah est une ville peuplée d'enfants où plus de 600 000 ont trouvé refuge, qui sont maintenant confrontés à des horreurs et des souffrances indescriptibles. Dans un souci permanent de protéger les enfants et les femmes en priorité, l'Algérie appelle les membres du Conseil de sécurité à mettre immédiatement fin aux déplacements forcés et à la sauvegarde des infrastructures vitales. La puissance occupante israélienne se livre à une stratégie de nettoyage ethnique, exterminant les enfants gazaouis et tout espoir d'une vie meilleure. Les opérations militaires israéliennes ont déjà commencé. D'ores et déjà, elles ont fait plus de 600 000 déplacés. Presque toutes ces personnes ont été déplacées à de multiples reprises en à peine plus d'une semaine. C'est le moment le plus sombre de ce cauchemar qui dure maintenant depuis 7 mois. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA, plus de 810 000 Palestiniens ont fui Rafah au cours des 2 dernières semaines, sous contrainte d'y être immédiatement tués par l'armée d'occupation. Maître Gilles Devers, comme on vient de le voir, la communauté internationale, ou du moins l'Algérie, est en train de poursuivre ses efforts pour punir l'entité sioniste, pour qu'il y ait reconnaissance des crimes de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien aux côtés de l'Algérie. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui se bat au niveau de la Cour de justice internationale. Il y a aussi la CPI. Et je rappelle que vous faites partie des avocats qui ont, dès le début de ce génocide, interpellé la CPI avec 600 autres avocats. Alors, sur le plan juridique, que signifie cette demande d'arrêt international de la part de Karim Khan?
Mais c'est une décision de justice importante, donc elle se résume pas en un mot. Il faut prendre le temps de l'étudier, mais quand même, il y a des données qu'il faut bien avoir en tête. On peut le résumer de la manière suivante en disant que dans toute l'histoire des juridictions internationales qui avaient été créées pour défendre l'ordre occidental avec l'ONU de 1945, qui était un moyen de consolider le travail des empires, eh bien, de toute cette antériorité, c'est la première fois qu'une juridiction internationale lance un mandat d'arrêt contre un dirigeant occidental en fonction et un dirigeant important qui bénéficie de tous les plus grands soutiens, notamment les États-Unis et toute l'Union européenne. Donc c'est un basculement, c'est tout à fait clair. On voit d'ailleurs les réactions. Alors moi je suis pas surpris et j'ai passé l'âge, mais nous travaillons assez bien avec la Cour depuis maintenant le mois de novembre pour dire qu'effectivement, il y a une équipe qui travaille et qu'on s'attendait à ce que les mandats soient pris. On avait quand même des informations, ça circulait un petit peu. Mais alors, de l'autre côté, on a l'impression qu'ils n'y croyaient tellement pas. On les voit démunis un peu en disant, mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui arrive simplement? C'est que dans la société internationale, il y a un droit international rappelé par la délégation algérienne au Conseil de sécurité, qui joue sur tous les théâtres, qui joue à la Cour internationale de justice, qui joue à la Cour pénale internationale. Eh bien, avec le travail qui est fait à côté des Palestiniens, nous ne faisons rien sans l'accord des Palestiniens. On rentre dans un processus d'application du droit international et, comme l'a dit le procureur dans son communiqué hier, tout le monde sera égal devant la loi. Très bien, Maître Gilles Devers, vous venez de dire qu'il est question ici d'une procédure juridique. Sur quels faits se sont appuyées les équipes de travail du procureur de la Cour internationale de justice? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les procédures finalement de cette plainte? Oui, il faut bien distinguer le procureur et les juges pour comprendre. Donc, le procureur est celui qui rassemble toutes les informations et quand il y a assez d'éléments, il demande un mandat d'arrêt. Quand il y a assez d'éléments pour une condamnation, il demande une condamnation. Mais c'est pas lui qui juge du mandat d'arrêt, c'est pas lui qui juge de la condamnation. Ça, c'est le travail des juges et donc on distingue le procureur et les juges de la Cour. Voilà. Donc là, il y a passage entre le procureur et les juges. Donc on verra ce que sera la décision des juges. Mais par le passé, avec Monsieur Ocampo, Madame Bensouda, il y avait peut-être un travail insuffisant, objectivement, du service du procureur, qui s'est traduit par nombre de décisions qui étaient proposées par le procureur et qui étaient rejetées par les juges. Et quand Monsieur Khan a pris ses fonctions, il a fait un certain nombre de déclarations, notamment celle-là qui était claire, en disant l'époque où le procureur saisira la Chambre de faits qui sont insuffisamment établis, ça c'est fini. Voilà, donc ça a pu amener de l'inconsidération, de l'incompréhension dans le monde et même de l'agacement chez certains avocats en disant mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend? Il attend quoi? De tout vérifier et d'apporter des faits qui sont établis. Alors vous prenez simplement, il y a quand même une accusation particulièrement grave vu que pour Israël sont visés 5 crimes contre l'humanité. Hein, on parle pas de comparer ce qui est comparable, qu'on fait des fois des comparaisons avec Monsieur Poutine, on lui reproche un crime de guerre sur le déplacement de quelques centaines d'enfants dont on sait où ils sont, etc. Là, on parle de 5 crimes contre l'humanité, dont le crime d'organiser volontairement la famine du peuple palestinien, la persécution et les destructions des infrastructures du pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dit génocide, parce qu'à ce stade, c'est pas nécessaire, vu que c'est simplement le mandat d'arrêt. Mais qui est-ce qui aurait parié que cette cour et ce procureur seraient assez forts et assez indépendants pour dire qu'il accusait directement le Premier ministre, que vous voyez là en image, de ces 7 crimes, de ces 5 crimes contre l'humanité. Donc il faut dire que c'est un tournant. Je sais qu'il y a toujours des sceptiques, eh bien ils verront au fil du temps. Vous savez, on s'est souvent exprimé auprès de vos auditeurs et c'est toujours un plaisir de rencontrer également mes confrères algériens qui sont tellement présents dans notre procédure, mais ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet et chaque fois on nous dit mais ça sera impossible, ça marchera pas. Au début on n'avait pas grand chose et étape après étape
on a pu gagner. Et on a gagné comment? Parce que le peuple était là. Donc le peuple était présent pour dire il faut déposer une plainte. Le peuple était présent pour dire il faut que la Palestine ratifie le traité. Et quand il y avait la ratification, on disait elle sera pas reconnue. Donc il y a eu un débat, ça a été reconnu comme valable. Après, l'autorité a déposé plainte. Bon, tous ces éléments font que on est sur une dynamique où nous, je vais vous dire franchement, on a une grande confiance dans l'avenir et sur le plan de la procédure, avec la délivrance des 2 mandats d'arrêt contre le Premier ministre, le ministre de la Défense, d'autres pourront suivre, mais déjà ça fait 2 gros morceaux qui sont du staff politique et il y a un effet immédiat que l'on voit, c'est que il y a 2 clans. Le premier clan, c'est la partie israélienne et notamment la résistance armée qui a dit je suis pas d'accord avec ce qu'a dit le procureur, il m'accuse, mais quand même je vais me défendre, je vais me répondre et je peux vous dire que nous allons avoir dans les jours qui viennent les premières réunions de travail pour organiser la défense de la résistance, mais devant les juges avec les armes du droit. Alors que de l'autre côté, c'est la cour antisémite, la cour qui est raciste, la cour qui est incompétente, qui n'y connaît rien du tout, et la cour qu'on rejette complètement. Donc vous avez celui qui est qualifié de terroriste, qui finalement accepte le droit international, et celui qui se présente comme démocratie qui rejette le droit international. Donc la victoire est en train de marquer des points juridiques considérables avec une très forte implication. Dernier mot avant d'écouter vos questions et d'y répondre. La division se fait également au sein du clan occidental parce que hier les États-Unis vomissent réellement sur la Cour pénale qui fait l'objet Justement, Maître Gilles Devers, je me permets alors que la France et l'Allemagne ont dit qu'ils allaient respecter la décision du procureur. Donc là, vous avez un séisme diplomatique qui s'ouvre sous nos yeux. Justement, Maître Gilles Devers, vous avez parlé des États-Unis. Je rappelle que Joe Biden estime que c'est scandaleux. Et d'autre côté, on estime aussi qu'aujourd'hui, Karim Khan est antisémite. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'abîmer, vous qui aimez beaucoup la valeur des mots juridiques, est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer ce mot antisémite en accusant le procureur de la justice, le procureur de la Cour pénale internationale d'être antisémite, ou encore les menaces qu'il a reçues dans une interview accordée à la presse américaine ou britannique. Il déclare que des dirigeants occidentaux lui ont dit que ce genre de cour ne sert qu'à juger des dirigeants africains ou d'autres dirigeants voyous. Est-ce qu'aujourd'hui, ce 2 poids 2 mesures, finalement, ne met pas en cause le propre fonctionnement de la Cour pénale internationale, même si, je rappelle, que ça fait 15 ans que vous vous battez pour des causes justes quand même? Alors, la Cour hier fait une démonstration vis-à-vis de l'opinion, mais nous en avions vu ce travail de préparation déjà depuis quelque temps, qu'elle veut sortir de cette caricature du double standard. Voilà. Et il y a des propos explicites qui ont été tenus dans la presse des États-Unis, mais également dans le communiqué officiel du procureur, sortir de ce double standard. C'est une rupture avec le passé et c'est une rupture avec ceux qui ont conçu le fonctionnement de la Cour. Vous savez qu'en France, il y a une véritable idolâtrie pour la personnalité de Monsieur Badinter, donc paix à son âme, Feu Badinter, mais il était l'un des rédacteurs du traité de la CPI. Quand on a déposé plainte en 2009, il était notre premier opposant, en disant mais le peuple palestinien n'existe pas, il n'a pas besoin d'une juridiction. Et quand en 2021, il y a eu le débat devant la Cour après la ratification par le président Abbas, il est intervenu dans les mêmes termes en dirigeant un staff d'une dizaine de professeurs de droit pour dire cette procédure c'est n'importe quoi, la Cour n'est pas faite pour cela. Donc en fait ce discours du double standard, il était complètement revendiqué par des intellectuels et des professeurs de droit. Ils se sont fracassés sur la réalité et il faut aussi que chacun comprennent que la justice, et notamment la justice à la Cour pénale, elle ne vient pas comme du ciel, comme la pluie ou comme la belle chaleur du soleil. C'est quelque chose qui se construit par la racine et par l'activité. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a une activité constante du peuple palestinien depuis 2009, étape après étape, jour après jour, où nous avons toujours respecté la légalité, les règles, les rendez-vous et ceci, que nous arrivons à ce résultat que le peuple a pris sa place devant la Cour et que ceux qui l'avaient conçu pour éliminer et surtout que les Palestiniens n'y arrivent pas, eh bien, ils ont perdu. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que nous avons le profond
sentiment de la victoire, parce que évidemment qu'il y a tellement à faire, et les images que vous montrez, comme toutes les réalités, les témoignages que l'on a tous les jours montrent que c'est vraiment le début d'un travail, mais il faut savoir apprécier le travail qui a été fait, il faut savoir dire merci, merci, merci aux Palestiniens qui, dans leur grande diversité, se retrouvent unis pour dire nous sommes un peuple sur une terre et nous défendons ce droit devant la juridiction internationale. Avec cette concrétisation qu'il y a hier, que l'on met vite marginal, mais moi que je mets central, c'est que le communiqué du procureur, c'est de dire qu'il demande des mandats d'arrêt dans la situation de l'État de Palestine. Il ne dit pas la Palestine ou il ne dit pas l'autorité palestinienne, c'est l'État de Palestine. Et donc, ça sera une grande victoire juridique, mais elle commence comme cela pour les Palestiniens quand il y aura un mandat d'arrêt contre M. Netanyahou qui sera rendu au nom de l'État de Palestine. Vous comprenez bien que là, nous construisons du solide et dans la durée. Très bien, monsieur Maître Gilles Devers. Est-ce que les juges finalement de la CPI vont accélérer cette requête du procureur Karim Khan, ou encore est-ce qu'on peut aller vers une accélération pour la reconnaissance de crimes de génocide au niveau de la CIJ, ou encore d'autres accélérations au niveau des instances internationales? Vous voulez de le dire vous-même, c'est historique, et on a encore une fois, et ces institutions sont en train de sortir petit à petit de ce double standard. Oui. C'est un éveil. Moi, je dirais que si nous baissons les bras en disant cette fois-ci, on a fait le taf, donc, excusez l'expression, on a fait notre travail, et c'est au juge de faire, c'est un travail technique entre le procureur et les juges, nous risquons de repartir vers des dérives. Donc, nous allons être très, très présents dans le débat, nous allons être présents dans le débat public, et nous prendrons position, comme je le fais aujourd'hui grâce à vous, mais nous allons produire des documents de défense au niveau de la résistance, des documents de défense au niveau du peuple pour dire il y a tous les éléments pour l'accusation, et par contre ce que vous avez écrit sur le Hamas tient pas assez compte des faits et ne tient pas compte des questions juridiques. Nous allons plaider ce que c'est que la résistance armée. Donc ce travail va se construire dans la lumière du monde. Vous savez que nous avons réuni nombreux avocats, ils étaient 600 quand nous avions déposé plainte le 9 novembre. Ensuite on a travaillé avec le barreau sous l'impact qui a été l'appel du président Tebboune demandant à l'Algérie de travailler sur ce sujet avec avocats et magistrats main dans la main. Donc on avait fait une grande réunion en décembre qui a eu un fort impact, et actuellement il y a une quinzaine de barreaux qui sont regroupés. Ça représente près de 700 000 avocats à travers le monde qui sont disponibles ici, peut-être pas pour travailler tous les jours sur le dossier, mais qui disent aux procureurs, qui disent aux juges, nous sommes là vigilants. Notre mission, c'est de vérifier que la justice, elle n'est pas rendue au nom des juges, mais au nom des peuples. Et donc, il nous faut maintenant que le travail se fasse. Et nous sommes également votre rempart contre ceux qui veulent mettre en cause votre indépendance, parce que, avec notre diversité, quand vous voyez que nous avons travaillé sur le même texte, des avocats tellement différents dans un arc qui va de la Guinée-Conakry jusqu'à l'Iran, on se retrouve sur quoi? On se retrouve sur une réalité, c'est que nous sommes tous des êtres humains sur Terre et qu'il y a des droits qui sont incontestables, il y a des droits qui sont inhérents à la réalité humaine. Et ça, quelle que soit votre religion, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez sunnite, chiite, d'autres religions, de religions que l'on ne connaît pas, de peuples qui sont très différents, tout le monde se retrouve sur ce plan. Et quand on voit un enfant qui naît en Palestine, il n'y a aucune règle dans le droit pour dire que cet enfant n'a pas le droit de vivre. Donc on est là pour défendre cela. On se retrouve tous sur cette ligne, et au-delà des problèmes de procédure que nous allons inévitablement rencontrer, des désagréments avec des décisions de justice qui ne correspondront pas à ce que nous voudrons, nous avons cette ligne, défendre le principe. Nous sommes tous égaux sur Terre et tous égaux devant la loi. Je suis particulièrement heureux que tous les barreaux du monde arabe, à peu près tous, se retrouvent, et de nombreux barreaux africains derrière cela. Je suis, hélas, avec beaucoup de regrets de voir que les barreaux européens sont restés figés dans le commandement politique, en quelque sorte, et en disant Hamas terroriste, et donc n'ont pas avancé d'1 centimètre. Écoutez, il y en a qui comprennent
le droit fondamental, il y en a qui s'accrochent bêtement à la réglementation. L'histoire, elle est en train de s'écrire sous nos yeux, chacun choisit son camp. Très bien, Maître Gilles Devers, j'aurais une question un peu personnelle à vous poser, vous qui êtes un grand défenseur de la cause palestinienne et des causes justes. Aujourd'hui, dans votre carrière en qualité de défenseur des droits humains, comment vous avez reçu cette information hier ? Eh bien, c'était d'abord un immense soulagement, parce que rien n'est acquis. Et un avocat sait très bien qu'il dépose des requêtes, il fait des argumentaires, il apporte les preuves, mais ce sont les juges qui décident. Ça, c'est notre métier de tous les jours. Et on se dit, là, on a bien préparé le dossier, il y a tout ce qu'il faut, il y a les éléments, et puis c'est le juge qui décide. Donc, on voyait quand même bien dans quel sens ça allait. Mais hier, il y a un soulagement de dire, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir faire tomber beaucoup de résistance qu'il y avait avec des gens disant mais cette cour, elle fera jamais rien, c'est la cour pour l'Afrique, et le procureur n'osera jamais. Tout ça, c'est en train de s'écrouler et il découvre au contraire que cette décision de justice est en train de créer la scission dans le monde occidental entre ceux qui vont dire j'ai ratifié le traité, donc je vais exécuter les arrêts de la cour, et les États-Unis, Israël qui disent c'est une cour dévoyée et donc il y aura rien. Donc il y avait vraiment un soulagement de voir que ce cap avait été fait, c'était loin d'être gagné. Et puis, les pensées sont allées personnellement, je dirais même avec beaucoup d'émotion auprès des Palestiniens. Vous voyez que quand on travaille sur des dossiers comme cela, on essaye de pas trop se plonger dans les faits, toutes les informations qu'on reçoit tous les jours, tous les messages, parce que l'émotion peut nous amener. Nous sommes des êtres humains. Je vois certaines vidéos sont bouleversantes. On a travaillé il y a peu de jours sur le cas du docteur Adnan Al-Bourch, qui était ce chef de service orthopédique, qui était un médecin qui passait sa vie dans les hôpitaux, qui était par ailleurs médecin conseil de la fédération de foot à Gaza, qui avait 6 enfants et il menait sa vie. Il a été arrêté alors qu'il était dans l'hôpital. Pourquoi? Mais justement parce qu'il était médecin. Et que l'armée israélienne, elle veut les casser, ces médecins, en disant allez faire votre carrière ailleurs, il n'y a pas besoin de... Donc ça fait partie de la politique génocidaire. Il a été arrêté de la manière la plus arbitraire. Le jour où il a été arrêté, ils ont envoyé des bulldozers pour raser la maison. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est complètement intentionnel. Sa famille est partie à l'écart. Lui-même, il est resté sans nouvelles. Et par les associations de prisonniers, on a appris qu'il était mort sous la torture et Israël actuellement refuse de rendre le cadavre. Donc, des histoires comme celle-là, et là, c'est tous les jours qu'il y en a, et on doit évidemment s'en imprégner parce que c'est la vie des Palestiniens, il faut le comprendre, mais on doit pouvoir faire un travail de distance parce que l'émotion ne doit pas l'emporter sur la raison, et ce travail raisonné, méthodique de l'avocat, eh bien, hier, il a eu un écho, et je veux donner mes remerciements aux Palestiniens qui nous font confiance et à tous les avocats qui travaillent avec moi et qui apportent tous leur contribution et le soutien extraordinaire qu'il y a à travers le monde autour de cette cause. On a dit une chose un jour, en sortant de la cour, le jour où on a déposé plainte, où le téléphone n'arrêtait pas de sonner, et ça m'est venu mais naturellement. En disant mais ce peuple qui n'a pas d'armée, il a maintenant une armée d'avocats. Voilà, l'armée d'avocats, elle a eu une victoire hier. Très bien, merci Gilles Devers et merci surtout pour ce témoignage autour de votre travail. Je rappelle que cela fait presque 20 ans que vous vous battez auprès du peuple palestinien pour la reconnaissance de ses droits, mais surtout pour que l'entité sioniste soit punie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, une revendication que vous portez depuis tout autant. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur A24 News et à demain.